L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Grédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Pour le 7e épisode, nous allons rencontrer Marc, peintre et sculpteur qui nous accueille dans son atelier à Grédoisseau. Eh bien, mon cher Marc, heureux de te voir dans ton atelier, puisque nous avons demandé de t'interviewer dans l'atelier. Et nous allons parler un peu de ton cursus et de ce que tu as fait au courant de ta vie d'artiste. Non seulement d'artiste, mais d'artiste quand même. C'est quand même un des thèmes les principaux de ton existence. On va peut-être commencer par parler de ton enfance. Enfin, tu vas nous parler de ton enfance. Alors, mon enfance, j'ai eu la chance, quand je suis né, d'avoir une marraine qui habitait près des Fagnes, dans les Ardennes. Bel endroit. Et elle m'a initié à la nature, aux animaux, surtout les reptiles, les oiseaux. Donc ça m'est resté. Et d'ailleurs, j'ai un livre de ma naissance et on marque à 1 an que j'ai joué déjà avec des grenouilles, des orvets, des choses comme ça. Donc, tu vois, et ça m'a marqué très fort. Et un jour, comme je fréquentais régulièrement le musée des sciences naturelles, et que j'y allais tellement souvent, du jour des après-midi de congé, qu'un jour, un des gardiens m'a dit « Mais on vous voit souvent ici, est-ce que ça vous intéresserait de voir l'arrière, c'est-à-dire les laboratoires ?» Là, j'ai dit « Mais oui, évidemment. » Donc, ils m'ont amené dans les laboratoires. Et là, en entomologie, j'ai rencontré un certain M. Mertens, qui était un préparateur, et qui m'a initié au dessin scientifique. C'est-à-dire faire un dessin avec tous des petits points en noir. Et alors j'ai appris ça. Et moi, au cours des années passées, j'ai amélioré cette technique en ajoutant la couleur qui n'existait pas. Et c'est devenu ce que j'appelle maintenant, et qu'on appelle maintenant aussi l'hyperpointillisme. Donc ça c'était... Et de là, j'ai commencé évidemment à créer tableau sur tableau sur tableau. J'ai répertorié des insectes aussi qui étaient en attente. Donc ça a été une passion qui m'a toujours restée. Et tu ne t'es pas dirigé vers des études Écoute, il y avait... mes parents qui étaient dans l'industrie m'ont obligé, d'une certaine manière, entre guillemets, à prendre le relais. À prendre le relais et faire les sciences commerciales. Moi, je voulais absolument devenir soit biologiste, soit artiste. C'est devenu les deux par après. Bon, tu as fait des études en sciences commerciales, mais puis tu es quand même devenu antiquaire. Je suis devenu antiquaire. J'ai eu la chance de rencontrer, parce que j'avais aussi la passion des objets. Et comme très jeune, j'allais dans les musées. Mes parents m'amenaient. Il y avait un petit musée à Lannes, c'est à Lannes, je crois, qui s'appelait le musée Ribori, et qui était un collectionneur d'art ancien, mais il y avait des coquillages, il y avait des insectes, il y avait tout. Donc ça m'a passionné de rencontrer, de voir là. Et là, j'ai commencé à comprendre les premiers objets africains. Et de là, j'ai évidemment bifurqué vers des galeries d'art qui vendaient de l'art africain. Et j'ai rencontré Émile Deletaille. Et Émile Deletaille était un des grands spécialistes au niveau mondial de l'art précolombien et de l'art africain. Et il m'a engagé. Il m'a dit, je lui ai dit un jour, je vais quitter l'usine de mon père. Il m'a dit, je t'engage. Et il m'a engagé et je suis parti pendant presque 10 ans à circuler à travers le monde pour aller chercher des objets en Afrique, en Asie. Et bon, ça aussi, ça a apporté, mais j'ai gardé, grâce à ça, un contact avec la nature et l'art qui me permettait de créer au niveau des dessins. Ça te donnait en tout cas ça nourrissait ton imagination. Énormément d'idées. D'ailleurs, dans certains de mes tableaux, quand je fais un masque par exemple, avec plein d'insectes ou des grenouilles dedans, eh bien ça ressemble à un masque africain, parce que j'ai mis des rubans. Tout ça, et il y a un mélange qui s'est créé dans ma créativité.
Tu vois. Ah bon, on peut parler de Prigogine peut-être aussi. Ah, ça c'est une de mes plus grandes rencontres. Alors Prigogine, c'est assez étonnant parce que j'avais vendu une de mes œuvres à une cliente qui habitait à Bruxelles. Et cette cliente m'a dit un jour, écoutez, Prigogine est venu manger chez moi et il a vu votre tableau, il a adoré. Je dis, oui. Et je me dis, elle va me le présenter. Elle n'a pas osé me le présenter parce qu'elle se dit un petit artiste peu connu avec un physicien, prix Nobel. Donc, elle ne me l'a pas présenté. Mais un jour, je suis invité à un dîner et, chez les Janssen pharmaceutiques. Oui. Et Prigogine était à la table juste à côté de moi. Et j'ai eu le courage de me lever, d'aller vers lui et de lui dire, Monsieur Prigogine, je m'appelle Marc, et il me regarde comme ça en l'air, il me dit, vous êtes l'artiste. Ouais. Je dis oui. Il dit, je voudrais voir vos œuvres. Je dis, mais quand vous voulez, quand est-ce que je peux passer? Vous êtes libre ce week-end? Je dis oui, je suis libre ce week-end. Il me donne son adresse, il habite à 100 mètres de chez lui. J'y devrais totalement. Mais alors j'ai eu des dialogues pendant à peu près 20 ans avec lui. Et c'était mon plus grand admirateur. Il adorait ce que je faisais. Surtout à l'époque, avec le développement de l'hyperpointillisme comme je l'avais créé, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Kennedy Smith, qui est la sœur de John Fitzgerald Kennedy, et qui était la présidente mondiale de tous les artistes handicapés dans le monde. Et il y avait le président belge, était le professeur Franck de Koning, qui était un professeur en médecine nucléaire à la Z, qui m'a dit, mais j'aimerais bien voir un peu ce que vous faites. Et j'ai toujours une photo d'un de mes dessins, et je lui montre, et il me dit, tiens, ça c'est marrant, je rendre ça en relief. Je dis, quoi? Je dis, ces points, vous savez les rendre en relief? Oui, oui. Je dis, quand c'est que je peux voir ça? Il me dit, vous venez dans mon laboratoire, et puis allez, vous allez voir. Et je suis allé très vite. Et quand j'ai vu la technique, j'étais en fait travaillé sur du papier gonflable, quand j'ai vu la technique de travail, j'ai dit, maintenant je vais créer un code couleur pour aveugle. Il m'a dit, ça ne marchera jamais. Et alors pendant 7 ans, j'ai cherché sur tous les continents, j'ai envoyé mes copies, ce que j'avais fait en relief et tout ça, et ça me revenait avec tous les critiques. Et au bout de 7 ans, le code était mis au point. Et Prigogine est devenu mon président d'honneur de Cœur de Couleur, et c'est lui qui l'a présenté d'ailleurs en 2002 aux Nations Unies avec un autre prix Nobel américain pour qu'il devienne le code universel des couleurs. On attend toujours la réponse. Pareil, c'est tellement long. Oui, ça c'est un peu l'ennui. Donc là, on n'a pas encore une réponse. Mais il est déjà utilisé sur tous les continents. C'est évident. On va peut-être parler un peu de tes sculptures. Et un peu comment tu es arrivé à... Alors, comme j'étais passionné, il y avait un collectionneur qui était un sculpteur qui habitait Guatemala-Boisfort, qui s'appelle Joseph Henrion. Et Joseph Henrion, j'allais souvent le trouver dans son atelier pendant qu'il travaillait la cire perdue. Et là, j'ai appris avec lui la technique de la cire perdue. Et un jour, des années après, Joe Henrion décède, ce qui m'a fortement attristé, parce qu'il m'avait bien marqué avec sa technique de travail, que je me dis, le jour où je ferai ma première œuvre, ce sera un hommage à Joseph Henrion. Et ma première œuvre était le pingouin de Volcan. Le pingouin Volcan qui est devenu célèbre maintenant, puisqu'il a été publié dans le monde entier et que j'ai eu le prix mondial de sculpture en 1996 à Monaco. Tu penses toujours encore pouvoir progresser? Ah oui, tout à fait. Je me remets tout le temps. C'est un peu le trajet de n'importe quel artiste. Hein, mais ce qui est plus important, c'est de transmettre. Oui. Pour le moment, je suis en train de transmettre. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé à un âge où j'ai quand même un sérieux bagage de cette technique. Il est temps de transmettre. Et j'ai eu deux, trois élèves qui étaient parfaits, où je me suis retrouvé enfant, quoi. Qui étaient très, très, très difficiles. Mais quand on a des gens qui sont passionnés, motivés, c'est très gai de pouvoir transmettre, évidemment. Tout à fait. Une question, comment te situes-tu par rapport à ton art? Et une question sous-jacente, qu'est-ce que l'art pour toi? D'abord, comment je me situe? Je me situe un peu seul à cette technique. Je n'ai rencontré que 3 personnes qui travaillaient avec cette technique. Avec cette technique-là.
mais je n'en connais pas d'autres. Parce que c'est vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent cette technique, ça c'est clair. Mais c'était un peu savoir quel est ton ressenti à ce niveau, et alors aussi savoir ce qu'est l'art pour toi. Bon, l'art a une place prépondérante dans ma vie, ça c'est évident. Et tu devais le définir. Eh bien, je vais te le définir de cette manière-ci. Donc j'ai eu des galeries d'art. Dans ces galeries d'art, je posais évidemment mes arts premiers, mais j'ai invité énormément d'artistes à venir exposer régulièrement dans ma galerie. Bon, il y a eu la plus connue, c'est Sophie Cauvin, qui a exposé, qui a été lancée à travers mes galeries à l'époque. Donc, j'ai beaucoup aidé les jeunes artistes. Je trouve que c'est absolument nécessaire que quelqu'un qui a déjà un bagage et qui a déjà un passé quand même qui est assez riche au niveau exposition et diplôme et tout ce qu'on veut, qui s'occupe des jeunes pour les aider et les lancer, leur faire comprendre qu'ils doivent croire en eux et qu'ils doivent surtout beaucoup, beaucoup travailler. Et donner confiance aux jeunes. Et donner confiance aux jeunes. Donner confiance. C'est le mot-clé. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai, pouvoir les aider. Beaucoup d'artistes, malheureusement, beaucoup de jeunes et de moins jeunes, sont des gens souvent introvertis qui ne savent pas se vendre. Non, et puis il y en a aussi, puis il y en a tellement qui se prennent pour Michel-Ange. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a ceux, qui ont des talents et qui ne savent pas les montrer, et ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Voilà, je crois que nous avons fait quand même un peu le tour de ta vie, de ton cursus artistique et même autre. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sinon d'avoir, en tout cas, du succès, peut-être de devenir très célèbre, hein, parce qu'un peintre n'est pas célèbre à 20 ans, c'est plutôt rare. Hein. C'est très rare. Et en général, c'est toujours en fin de course qu'on commence à être connu. Donc, souhaitons. Je vais te dire, la célébrité, je ne la recherche pas. Non. Si elle arrive, c'est bien. Ben voilà. Oui. Mais ce que tu peux me souhaiter, c'est la santé surtout. Oui, oui. Et toujours de la créativité, parce que c'est là qu'on trouve son bonheur. Mon problème, ce n'est pas la création. J'en ai tellement dans la tête, c'est le temps. C'est le temps, oui, aussi. C'est une technique qui est très lente, qui est très difficile, qui demande une attention mais très particulière, sans être distrait par quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je m'isole toujours dans mon atelier pour travailler avec personne. Que de la musique. Voilà, Paul. Ravi de t'avoir rencontré sur ce plan en tout cas et bonne chance. Merci Paul.